Revenons sur les enjeux économiques aux États-Unis après les chiffres de l'emploi du mois d'avril publiés vendredi dernier. Le week-end a permis de creuser un petit peu la question. Nadia Garbi est avec nous par téléphone depuis la Suisse, économiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Nadia. Effectivement, on a eu une déviation énorme des chiffres de l'emploi par rapport notamment aux attentes du consensus des économistes. Un consensus qui est difficile en ce moment dans cette phase de reprise très atypique, et les chiffres de l'emploi de vendredi sont là pour nous le rappeler. Ils sont positifs au global, 266 000 créations d'emplois pour le mois d'avril, mais les économistes attendaient en moyenne un chiffre beaucoup plus fort de l'ordre de 1 million. Après le week-end et après réflexion, Nadia, effectivement, quels sont les éléments qui vous intéressent dans ce rapport et qui permettent peut-être d'expliquer cet écart énorme avec les attentes des économistes? Oui, alors ce rapport n'indique pas que l'économie américaine ralentit, comme vous le disiez au début. Tous les indicateurs macroéconomiques restent forts, et c'est la raison pour laquelle le marché anticipait plutôt une création d'emplois de 1 million plutôt que les 266 000 qu'on a vus au mois d'avril. Maintenant, sur les causes de la faiblesse de ce rapport, on peut citer plusieurs causes. Il y a tout d'abord des problèmes d'approvisionnement de certaines composantes, comme par exemple les semi-conducteurs qui pèsent sur certains secteurs, notamment le secteur auto. Il y a également les problèmes de garde d'enfants qui ont été cités par Yellen. Troisièmement, malgré les progrès sur le front de la vaccination, le risque d'infection reste élevé, et la peur du Covid a peut-être poussé certaines personnes à rester à la maison plutôt que de retourner au travail. Et enfin, je dirais, celle qui cristallise vraiment toute l'attention, c'est l'effet des aides étatiques sur la motivation des travailleurs. Qui est quoi, avant tout, Nadia, un sujet très politique, parce que finalement, c'est l'explication que vous citez en dernier. Est-ce qu'elle a une valeur quand même statistique? L'idée que les allocations chômage, peut-être pour la moitié des gens qui touchent ces allocations aujourd'hui, sont tellement généreuses qu'elles n'inciteraient pas à revenir dans l'emploi. Je crois que grosso modo, il y a la moitié des gens qui touchent ces allocations aujourd'hui qui sont mieux indemnisés que quand ils travaillaient à l'époque, parfois pour moins de $15 de l'heure. Est-ce que c'est une situation effectivement qui explique en partie, en grande partie peut-être, ce rapport de l'emploi américain, Nadia? Oui, alors cela peut expliquer en partie, je dirais peut-être pas en grande partie, mais en tout cas en partie le fait que certains travailleurs soient plutôt motivés à rester à la maison plutôt qu'à retourner au travail. Ce qu'ont montré en tout cas les enquêtes, c'est qu'il y a, et le rapport d'avril, c'est qu'il y a vraiment un mismatch massif entre les travailleurs et les entreprises, et on voit que les entreprises vraiment ont un besoin de manœuvre, mais que de l'autre côté, elles peinent à trouver des travailleurs qui sont justement motivés à revenir sur le marché du travail. Il ne faut pas oublier que ce qui vraiment fait débat, c'est le fait que ces aides soient maintenues alors que l'économie réouvre. Donc ces aides sont maintenues jusqu'en septembre, alors que Biden prévoit un objectif de réouverture complète le 4 juillet. Est-ce que, alors, si on prend le sujet avec le prisme de l'inflation, Nadia, justement, est-ce que ça renforce l'idée d'une inflation peut-être moins transitoire que prévu? Si les entreprises qui ont des intentions d'embaucher élevées ont du mal, effectivement, à rencontrer l'offre des travailleurs, est-ce qu'il va falloir que les salaires soient plus attirants, plus généreux? Est-ce que là, on rentre dans une séquence inflationniste différente? C'est une bonne question, et je pense vraiment que si les entreprises continuent à avoir de la peine à embaucher, elles réajusteront leur salaire. Maintenant, je pense vraiment que l'effet de ces aides, l'effet désincitatif potentiel de ces aides devrait s'estomper progressivement, et on devrait avoir une création d'emplois plus importante dans les mois à venir. Donc c'est vraiment plutôt un effet transitoire, je dirais. Bon, ça renforce l'idée en tout cas, ça maintient l'idée d'un effet transitoire de l'inflation. Quelles conséquences pour la Réserve fédérale américaine et pour la politique monétaire, sachant que la prochaine réunion du FOMC est prévue le 10 juin, je crois, ou peut-être un peu plus tard. En tout cas, c'est courant juin. J'ai plus la date précise en tête, Nadia, mais on sait que ce sera une réunion importante avec de nouvelles projections économiques. Ce ratage sur l'emploi, qui sera peut-être corrigé le mois dernier, on verra évidemment, mais comment est-ce que ça oriente la réflexion de la Fed, selon vous? Non, donc à court terme, en tout cas, ces chiffres devraient conforter la Réserve fédérale sur sa politique monétaire actuelle. Et on voit que le retour au plein emploi prendra du temps. Donc la Fed vraiment va continuer à être un peu data dependent.
et regarder les données attentivement et attendra en tout cas de voir l'inflation, mais aussi le plein emploi avant une hausse de taux. Maintenant, il y a tout de même des chiffres qui pourraient augmenter de nouveau la pression sur la Réserve fédérale et conduire cette dernière à envoyer des signaux de réduction de rythme d'achat d'actifs. Alors plutôt en deuxième partie d'année, la réunion de juin paraît un peu prématurée pour commencer à parler d'une réduction potentielle du rythme d'achat d'actifs. Bon. La réunion qui aura lieu les 15 et 16 juin, effectivement. Le 10 juin, ce sera la réunion de la Banque Centrale Européenne. Maintenant qu'on a commenté ces chiffres d'emploi, Nadia, je le disais aussi en introduction, on aura donc le chiffre d'inflation du mois d'avril. Est-ce que déjà ce sera un gros chiffre ou est-ce que les gros chiffres, les plus gros, sont encore à venir au-delà du mois d'avril, Nadia, hein. Et puis la consommation américaine, là aussi, hein, qui sera toujours jugée sur le mois avec les ventes au détail qui seront publiées ce vendredi. Que dire de ces deux statistiques qu'on attend cette semaine, Nadia? Alors, en tout cas, au niveau de l'inflation, ce sera un gros chiffre, un CPI qui devrait être au-dessus des 3,5%. S'il venait vraiment à surprendre fortement à la hausse, on pourrait de nouveau avoir cette rhétorique de retour de l'inflation aux États-Unis et les conséquences sur les taux. Sur les ventes de détail, là aussi, on devrait avoir un chiffre relativement fort avec les réouvertures progressives, même si la consommation devrait plutôt augmenter ou quand l'économie ouvre complètement. Donc on devrait avoir une accélération de la consommation, mais plutôt vers les mois d'avril-juin. Bon. Une séquence qui devient intéressante, effectivement, pour la consommation américaine. Les chiffres d'inflation également qui seront suivis de près. Donc, je le rappelle, l'inflation sera publiée ce mercredi à 14h30 et vendredi 14h30 pour les ventes au détail du mois d'avril. Merci beaucoup, Nadia. Merci d'avoir été avec nous par téléphone pour commenter ces statistiques américaines qui ont marqué les esprits. Je le rappelle, après l'échec du rapport sur l'emploi vendredi, l'échec dans le sens où les attentes des économistes ont été largement déçues, mais le chiffre reste un chiffre positif qui reflète sans doute des questions conjoncturelles et peut-être des changements structurels également dans la dynamique d'emploi et dans la structure du marché du travail aux États-Unis. C'est un sujet fondamental pour la suite. Nadia Garbi qui est avec nous par téléphone, donc économiste chez Pictet Wealth Management à Genève. Voilà pour Smart Bourse, l'édition de la mi-journée qui se termine et on se retrouve ce soir bien sûr en direct pendant 1 heure à partir de 18h30 sur Bismart.